Si on s'intéresse à ce qu'on appelle le spectre du signal, c'est-à-dire aux fréquences qui sortent et qui vont jusqu'à votre oreille, il y a deux choses importantes là-dedans. La première chose, c'est les résonateurs de ma bouche. Les résonateurs de ma bouche, ils produisent à l'intérieur du spectre des zones qui sont renforcées. Vous voyez ici, vous avez une espèce de chameau avec plein de bosses. Les bosses, c'est les zones en fréquence que ma bouche renforce selon que je fais telle voyelle ou telle voyelle. C'est ce qu'on appelle les formants ou les résonances. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est qu'à l'entrée, il y avait quand même mes cordes vocales. Et mes cordes vocales, elles, comme elles ont envoyé un signal périodique, elles ont envoyé des raies qui sont caractéristiques de la hauteur avec laquelle je chante. Et ce qui arrive à votre oreille, c'est le produit de deux choses. Les raies qui sont données par mes cordes vocales, et puis l'endroit où il y a eu des résonances, des maxima d'énergie, qui ont été imposés par la forme de ma bouche. Et finalement, pour vous donner un portrait qui va simplifier un peu tout ce que je viens de vous raconter de manière lourde, ce qui est joli, c'est qu'on a deux types d'objets qu'on peut voir dans trois types de domaines. Le domaine en haut, en bleu, c'est le domaine de la physique. Qu'est-ce qu'on fait physiquement pour faire des sons? Eh bien, on a un excitateur et on a un résonateur. Et vous le saviez avant que je vous fasse l'exposé, quand on joue de la guitare, l'excitateur c'est la corde, le résonateur c'est la caisse de la guitare, et puis le tout, c'est le son. Quand on joue d'un instrument avant, c'est pareil, l'anche et l'excitation, elle envoie la forme du son, puis le son est mis en forme par l'instrument. Quand on joue du violon, c'est le même principe. On a un excitateur et on a un résonateur. Le niveau du milieu, c'est le niveau du signal, c'est le niveau des maths. Comment les mathématiciens, ce qu'on appelle les traiteurs de signaux, décrivent ces signaux en quel bout d'unité. Et ils décrivent le fait qu'il y a deux choses importantes. Il y a la fréquence fondamentale, c'est-à-dire quelle est la première fréquence qu'on a mis dans mes raies, comment mes raies sont organisées. Et puis il y a une autre chose qui est l'enveloppe spectrale, mon dos de chameau de tout à l'heure. Où sont les maxima du spectre dans ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire la forme globale du spectre. Et puis enfin, la dernière chose intéressante, c'est quand même votre oreille. Votre oreille, elle dit quoi de tout ça? Ce qui est magnifique, à mon avis, c'est que alors que la physique vous a donné deux objets différents au départ, qui sont complètement imbriqués en fréquence, votre oreille, elle les resépare. Et elle dit, attends, l'excitateur pour moi c'est de la hauteur. Ça va bien. Tu chantes aigu, la hauteur, je l'entends plus aigu. Ça c'est ton excitateur. Ton résonateur, j'entends bien ce que c'est ton timbre. Hein? Donc c'est organisé, si vous voulez, en colonne verticale comme ça. Il y a le lien entre l'excitateur et la hauteur qui passe par la fréquence, et puis il y a le lien entre le résonateur et le timbre qui passe par l'enveloppe spectrale. Et pour finir cette explication, ce qui est intéressant dans la parole, c'est que si vous revenez une seconde au guitariste, qu'est-ce que fait le guitariste? Il a son résonateur, c'est sa guitare. Il a ses cordes, et qu'est-ce qu'il fait? Il change l'excitateur. Il ne change jamais le résonateur, le guitariste. Il ne peut pas s'amuser avec sa caisse de guitare. Pas beau, il peut un peu, des fois il pousse un peu pour changer le son, mais en gros il ne fait rien avec sa caisse. Nous les humains, on fait un peu l'inverse. En fait, on peut jouer sur les deux choses. On peut jouer sur l'excitateur, ça c'est quand on fait ah. Là j'ai essayé de ne pas bouger mon résonateur et de changer mon excitateur. Et puis je peux aussi bouger ma caisse de guitare qui serait en plastique si vous voulez. Et je fais donc là j'ai essayé de ne pas changer mes cordes et j'ai changé la forme de ma guitare. Et parler, c'est changer les deux choses à la fois, mais surtout la forme de la guitare. La parole, c'est en gros d'abord un jeu qui se joue pas beaucoup avec les cordes vocales, je vais venir après dessus pour dire que je viens de dire une grosse bêtise, mais disons au départ pas beaucoup avec les cordes vocales, et beaucoup avec le résonateur dont on va changer les formes pour faire des A, des I, des U. Donc pour produire de la parole, c'est ça. Alors pourquoi j'ai dit une connerie sur les cordes vocales? Parce qu'évidemment ça compte les cordes vocales, et notamment quand on chante, ça c'est sûr, mais même quand on parle, parce que si je vous dis c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, je viens de vous dire 3 fois de suite la même phrase, donc j'ai fait les mêmes jeux de résonateurs, mais dans un premier cas je vous ai posé une question, dans un second cas je vous ai dit vous n'avez pas intérêt à dire que c'est pas intéressant, puis dans un troisième j'ai dit je sais pas trop, donc j'ai mis ce qu'on appelle de la prosodie, j'ai mis le chant de la parole, en changeant ce que la musique de ma voix vous a donné, le chant de la parole, qui vous permet de savoir si c'est une interrogation, une affirmation, un doute, une incrédulité, etc. Donc, voilà, alors pour finir, bon, je vais peut-être sauter ça parce que ça va être un peu... Je sens que je suis en train de me déborder trop. Voilà.
Donc j'adapte aussi un peu au temps qui passe, parce qu'évidemment j'avais prévu trop, donc j'aurais pas le temps de raconter beaucoup de ce que je voulais, c'est pas grave. Donc le point où j'en suis là, puis je vais arrêter bientôt cette histoire de jouer du conduit vocal pour qu'on puisse dialoguer un petit peu. Le point où j'en suis là, ça a été pour vous montrer que la production de la parole, c'est un jeu qui se joue entre un excitateur, en gros les cordes vocales, il y a d'autres excitateurs jusqu'à un certain point, mais en gros c'est les cordes vocales, un résonateur qui est le conduit vocal, qui dépend essentiellement de comment je mets ma mâchoire, comment je bouge mes lèvres, comment je bouge ma langue, comment je bouge mon nez, est-ce que je laisse passer de l'air par le nez, etc. Et puis, maintenant, le bébé, je ne réponds pas encore à la partie de perception de tout à l'heure, je reste sur de la production, comment il fait le bébé pour se débrouiller avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que le bébé, il doit faire deux choses, produire des sons avec ses cordes vocales, et puis changer ses résonateurs pour que les sons soient variés. Et à la naissance, le bébé sait faire les deux choses indépendamment. Ce que le bébé sait très bien faire, c'est crier. C'est-à-dire qu'il sait faire marcher ses cordes vocales sans beaucoup bouger sa bouche. Il bouge un peu, hein, il va gueuler, quoi, mais il va gueuler essentiellement en ouvrant la bouche, je ne vais pas vous le faire, et puis en faisant marcher les cordes vocales pour que ça fasse du son le plus fort possible. Donc, il produit l'excitateur et il ne sait pas trop contrôler son résonateur. Mais dans le même temps, il sait très bien contrôler son résonateur, pas pour raisonner, mais pour manger. S'il y a un truc qu'il sait bien faire, le bébé, c'est... Donc il sait faire tout ce qu'il faut avec sa bouche, pas pour produire des sons, c'est pas le problème du tout, mais n'empêche que pour l'ingestion, pour manger, il sait bouger son conduit vocal. Et le gros enjeu pour la parole, ça va être à un moment donné de brancher l'un sur l'autre. Il va falloir qu'au bout d'un certain temps, il commence à mettre ensemble la production du signal avec la modulation du signal qui est le conduit vocal. Et le moment où ça se produit, il est là. C'est super joli. Vous allez regarder ce film, qui dure 15 secondes. D'abord, c'est joli. Ensuite, vous allez reconnaître des choses que vous avez entendues éventuellement quand vous avez vu des bébés à cet âge-là. Et puis, je vais vous affirmer, je vais faire l'hypothèse que ce que vous voyez là, c'est l'explication du fait qu'il y a des syllabes dans toutes les langues du monde. Donc, je vous fais entendre ça, puis après, je vous dis pourquoi on peut défendre qu'il y a des syllabes dans toutes les langues du monde. Voilà, ça ne durait même pas 15 secondes, je vais vous le rejouer après, c'est pas maman. Mais en gros, ce que vous voyez là, c'est le début, ce qu'on appelle le babillage canonique, le babillage. Vous connaissiez ce mot-là. C'est le moment qui, en gros, est vers 6 mois pour tous les bébés, entre 6 et 9 mois, mais c'est sur une trame de temps très courte. De même qu'il y a une trame de temps assez courte pour apprendre à marcher. C'est le moment où se fait une coordination. C'est pour ça que j'ai parlé de l'exemple de marcher. Marcher, c'est coordonner ses segments et puis son corps pour résoudre des problèmes d'équilibre vachement compliqués. Et vers 12 mois, 15 mois, suivant ils sont rapides, lents, tout ça, les filles, les garçons, on ne va pas commenter tout ça, mais il y a un moment où, au bout d'un certain temps, le bébé commence à trouver la coordination motrice pour avoir l'équilibre qui permet de marcher. Et bien de la même manière, il va trouver un peu avant le début de la coordination entre les deux choses dont il a besoin, les sons et la modulation. Et il va le faire selon Peter McNelage, qui est mentionné en haut, qui est un chercheur du développement anglo-saxon avec lequel on a beaucoup travaillé. L'hypothèse de McNelage, c'est que la première chose que fait le bébé, c'est qu'il ne bouge qu'une seule chose pour moduler, c'est sa mâchoire. Ce que propose Peter McNelage, c'est que le bébé, à un moment donné, il va découvrir un truc magnifique, c'est que si pendant qu'il crie, il s'amuse à bouger sa mâchoire en faisant des gros machins comme ça, vous voyez, ça c'est mon palais, ça c'est mes dents, ça c'est le haut de mon conduit vocal, et ça c'est ma langue avec ma mâchoire. Ben, si je commence à faire des mouvements cycliques avec ma mâchoire, au même moment d'ailleurs où le bébé commence, vous vous en rappelez peut-être ou sans doute, à faire des mouvements cycliques avec tout. Entre 6 et 12 mois, le bébé il agite son corps de manière cyclique, il découvre la motricité, par de la cyclicité. Il commence à bouger les bras, les mains, les jambes, comme ça, de manière cyclique. Et bien le bébé, à ce moment-là, il commence à faire ça. Et le joli truc de cette aventure, c'est qu'en faisant ça, il va tomber spontanément sur le moment où il ouvre, et c'est une voyelle, comme un A, et le moment où il ferme, et c'est une consonne. Parce que quand vous fermez, vous avez ce qu'on appelle des consonnes plosives, comme le B, le D ou le G, c'est-à-dire des moments où vous fermez votre conduit vocal. Alors vous pouvez le fermer aux lèvres, et ça donne un BA. Vous pouvez le fermer derrière les dents, et ça donne un DA. Et puis vous pouvez le fermer vers le milieu du palais, et ça donne un GA. Voilà, ça c'est les trois plosifs qu'on a en français.
Vous avez aussi le pa, taka, qui sont les mêmes, mais avec un jeu différent des cordes. Et vous allez vous rendre compte que ce qu'il y a de convaincant dans ce que nous raconte McNeilage, c'est que si je vous demande de faire un bas, vous, pour faire un bas, vous faites deux choses. Vous bougez votre mâchoire, mais vous bougez aussi vos lèvres. Parce que les bas se fait avec les lèvres. Et du coup, ce que vous faites, c'est que votre lèvre du haut, elle résiste à la pression de la lèvre du bas. Vous avez un espèce de machin comme ça. Ben, vous allez vous rendre compte que le bébé ne fait pas ça du tout. Il ne fait pas d'action avec ses lèvres. Il fait ça, lui. Vous allez la voir, la lèvre du haut. Elle est portée par la mâchoire et elle monte en même temps. Ce qui montre bien qu'au début, c'est de la pure mâchoire. Donc je vous le refais. Il va vous le refaire. Il est très gentil. Alors on voit bien ça quand même, hein. Le film il est joli. Alors il y a des données, des mesures phonétiques précises, je ne vous les ai pas mises là. Ça a été mesuré, il a été montré qu'effectivement le geste n'était pas le même au bout de, je ne sais plus à quel âge, je pense que c'est vers 24 mois qu'on commence à avoir un contrôle actif de la lèvre.